Voilà, troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Fin de l'examen de la loi Pacte au Sénat. La loi sera votée la semaine prochaine. Les sénateurs ont modifié le texte, notamment en refusant les privatisations ou encore en rejetant le renforcement du rôle social et environnemental des entreprises. L'affaire Benalla après l'Élysée, Matignon est à son tour impliquée. La chef de la sécurité du Premier ministre a démissionné hier. Le parquet national financier a lui ouvert une enquête pour corruption au Sénat. Les membres de la commission d'enquête sont consternés. Et puis la majorité qui tangue au Parlement après l'Assemblée nationale et les 50 députés En Marche qui se sont abstenus sur la loi anti-casseurs. Des doutes saisissent aussi certains sénateurs de la majorité présidentielle au Sénat, après le départ de Mathieu Orphelin. Je vous le disais en titre, l'affaire Benalla, la tentaculaire affaire Benalla éclabousse maintenant Matignon. Après avoir été entendue par les enquêteurs, la chef de la sécurité du Premier ministre a démissionné hier. Le parquet national financier a lui ouvert une enquête pour corruption au Sénat. Les membres de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla sont consternés. Les explications de Quentin Calmet. Après l'Élysée, c'est désormais Matignon qui est secoué par l'affaire Benalla. La semaine dernière, Mediapart révélait des écoutes d'un échange entre Vincent Crase et l'ancien chargé de mission. Des écoutes qui ont attisé la curiosité. Car une hypothèse circule, ces enregistrements auraient lieu au domicile de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre, Marie-Élodie Poitou, qui a annoncé sa démission hier. La chef de la sécurité de Matignon est apparemment impliquée, a été entendue et on s'aperçoit qu'à la suite de ces révélations que M. Benalla et M. Crase ont violé l'interdiction de se rencontrer et sont entrés en relation. Une rencontre chez Marie-Élodie Poitou, chef du GSPM donc, et qui a reconnu devant les juges mardi avoir reçu Alexandre Benalla chez elle. Mais c'est le profil de son compagnon qui interroge. Chokri Vakrim est un proche de l'ancien chargé de mission à l'Élysée qui a travaillé sur le sulfureux contrat avec un oligarque russe. Un contrat au centre de l'affaire depuis cet hiver. Là, il faut quand même que nos concitoyennes et concitoyens comprennent, parce que l'affaire Benalla maintenant, c'est une affaire d'État et c'est une affaire qui concerne cette opacité du gouvernement, ces copinages, ces dérives. Le parquet financier qui entend désormais enquêter sur ce contrat russe. Mais quel rôle le Sénat peut-il jouer après ces nouvelles révélations? La commission d'enquête doit rendre son rapport dans les prochaines semaines. Il faut se rappeler tout de même que nous n'avons plus de pouvoir. Nos pouvoirs de mission d'information avec les pouvoirs d'une commission d'enquête n'existent plus depuis le 23 janvier, date à laquelle nous avions fini notre mission qui ne pouvait durer que 6 mois. Donc ça ne changera pas grand-chose dans le sens où nous n'allons pas faire de nouvelles auditions. Nous ne pouvons pas sous ce régime-là en tout cas. Ça maintient une certaine inquiétude qui existait déjà sur les possibilités de collaboration que pouvait avoir quelqu'un qui est au plus près de l'Élysée avec des pays étrangers. Une affaire qui n'en finit plus de secouer le quinquennat depuis le mois de juillet. Avec ces enregistrements révélés par Mediapart, le feuilleton prend désormais les allures d'un roman d'espionnage. Et bien sûr, on va en reparler dans un instant avec l'œil 2, Quentin Calmet, dans une seconde. Et Quentin, on va évidemment parler de l'affaire Benalla dans cette rubrique. Bonjour. Bonjour Saveria. Bonjour Quentin. Alors, on revient avec vous comme chaque semaine sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et cette semaine, bien sûr, impossible d'échapper à l'affaire Benalla. Voilà, les semaines se suivent et se ressemblent. Encore une semaine avec de nouvelles péripéties dans le feuilleton Benalla. Alors ce qui a le plus choqué chez les sénateurs cette semaine, c'est l'attitude de Matignon autour de ces nouveaux rebondissements. Le cabinet d'Édouard Philippe qui aurait transmis au parquet les questions des journalistes qui concernaient la chef de la sécurité d'Édouard Philippe. Une attitude qui n'a pas manqué donc d'interpeller les sénateurs comme Sylvie Goy-Chavent, la sénatrice centriste de l'Ain, qui a dit « Je m'interroge, très curieuse gestion de l'affaire par l'Élysée. L'enquête controversée sur les enregistrements de Benalla a été lancée après un signalement de Matignon. » Un signalement qui va mener à l'ouverture d'une enquête par le parquet, mais sans dépôt de plainte. Et donc regardez ce tweet de Esther Benbassa, la sénatrice écologiste de Paris, qui a écrit « Affaire Benalla, perquisition de Mediapart après des révélations.
ordonnée par le procureur homme de l'exécutif. Matignon dans la mouise, Belloubet qui ment, soupçon d'écoute par les renseignements contre-russes, désolant spectacle de copinage et micmac au château. Et on l'a vu dans le reportage avec Muriel Jourda, tout ce volet ne pourra pas rentrer dans les travaux de la commission d'enquête qui a terminé ses auditions et qui est en train d'écrire son rapport. Autre épisode qui a beaucoup fait réagir, c'est la tentative, on vient d'en parler, de la tentative de perquisition chez Mediapart lundi. Oui, tout à fait, puisque c'est très très rare qu'il y ait des perquisitions comme cela dans une rédaction. Et donc, bien entendu, les sénateurs se sont émus sur Twitter de cette tentative de perquisition. Regardez par exemple Éric Bocquet, le sénateur PCF du Nord, qui a écrit « La tentative de perquisition de Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla doit inquiéter tous les démocrates et les républicains de notre pays. Serions-nous véritablement face à une affaire d'État, l'affaire d'État ?» Une expression qui revient de plus en plus dans le vocabulaire des sénateurs. Et pendant ce temps, une nouvelle série de grands débats, de grands déplacements, de grands débats télévisés pour Emmanuel Macron. Voilà, la tempête souffle sur d'abord l'Élysée, maintenant Matignon. Et le président, lui, est concentré, du moins il tente d'être concentré sur la séquence avec ce grand débat. 5e du genre lundi à Évry-Courcouronnes, 6e hier avec les jeunes. Et effectivement, cela a valu des commentaires un peu ironiques chez les sénateurs, tous ces grands débats. Regardez par exemple Roger Carucci, dont on cite souvent les tweets pour leur Un de vos favoris. Voilà, dans l'ancien monde, clair. Le candidat au présidentiel avait sillonné le pays dans tous les sens et dialogué avec tous les Français donc pendant la campagne a priori. Et donc là maintenant, une fois élu sur un projet, il gouvernait. Dans le nouveau monde, le président, une fois élu, gouverne et décide, puis va les Français pour dialoguer. Voilà un renversement qui a fait sourire Roger Carucci. Et à gauche, on se montre désormais critique sur la diffusion pendant des heures des discours du chef de l'État, des interventions du chef de l'État. Oui, vous aviez sur votre plateau hier le président du groupe socialiste Patrick ici Caner, au Sénat qui a parlé de cette possibilité pour lui de saisir le CSA sur cette question des temps de parole. Mais effectivement, parmi les élus PS, on a pu lire le même commentaire. Hier, regardez par exemple Jérôme Durain, qui est élu de Saône-et-Loire, où se trouvait le président de la République. Il a écrit « Très beau dispositif de campagne pour la rencontre d'Emmanuel Macron avec la jeunesse ». Et il a fini en disant « de débat, pardon ». Et effectivement, il a également posté des photos dans la journée, dans un deuxième tweet, en disant « Jupiter est descendu des cieux en hélicoptère pour échanger dans un climat très policé avec les élus locaux du département. Espérons que les attentes soient écoutées, que les échanges plus directs aient lieu dans cette journée très protocolaire. » Quand même, on va signaler d'un mot les messages d'un élu LREM qui, lui, a salué les très bons sondages cette semaine en disant petit à petit, l'oiseau fait son nid, les rencontres avec les maires, les Français fonctionnent, il faudra les poursuivre. Mais donc voilà, quand même ce qu'on peut retenir, c'est cette semaine, 2 salles, 2 ambiances, le feuilleton Benalla qui n'en finit plus et le grand débat qui apparaît comme une sorte d'échappatoire pour Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs des chances qu'on en reparle la semaine prochaine du feuilleton Benalla. Merci Quentin. Une question, vous tweetez vous-même à surveiller tous ces tweets. Est-ce que vous-même vous tweetez beaucoup ? On essaye, et puis on essaye de décrypter toute cette actualité via Twitter aussi, tellement c'est foisonnant. C'est un bon média pour effectivement décrire tout cela. Quentin Calmet, le Twitter de Public Sénat, merci. On passe maintenant, vous allez laisser votre place à Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Deuxième interview politique de cette émission, dans un instant. Merci Quentin Calmet. Ah, elle arrive, elle fait son entrée, elle s'installe. Bonjour, Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Oui. Merci d'être présente sur ce plateau ce matin pour l'interview politique avec Saveria. Bonjour, je voudrais tout d'abord vous entendre, on vient de le voir, on en a parlé sur l'affaire Benalla. Est-ce que, comme vos collègues de la commission d'enquête ici au Sénat, vous êtes consternés ? Je suis consternée et je pense qu'on ne doit pas être simplement passif en disant on est consterné. Quand même, on a un inédit. Le chef de la sécurité, des responsables de sécurité de l'Élysée, puis de Matignon, puis de la République En Marche, quel parti dominant, avec tout ça en collusion. Et on déroule une pelote dont je crains qu'elle ne soit pas totalement encore déroulée. Est-ce qu'à votre sens, il faut mettre en place une nouvelle commission d'enquête ? Parce que je rappelle que les travaux du Sénat sont finis. Les commissions d'enquête ont du sens quand elles mettent en cause le fonctionnement de l'institution elle-même, et en particulier le dysfonctionnement, en particulier le fait qu'un conseiller puisse aller avec les forces de police, qu'on n'ait pas récupéré le passeport. Enfin, tout ça, c'est des dysfonctionnements du système politique et de l'État. Donc, je ne suis pas sûre que les faits qu'on constate, qui sont de l'ordre plutôt de l'activité privée de ces gens-là, qui évidemment, c'est quand même une affaire d'État, soient tout à fait de la compétence d'une commission d'enquête.
Marie-Noëlle Lienemann. En tout cas, je voudrais dire que la commission d'enquête doit veiller à déposer plainte s'il y a parjure devant le Sénat. C'est dit. Dans le reste de l'actualité, la majorité qui tangue au Parlement après l'Assemblée nationale et les 50 députés En Marche qui se sont abstenus sur le vote de la loi anti-casseurs. Des doutes saisissent aussi certains sénateurs de la majorité présidentielle après le départ de Mathieu Orphelin. C'est un sujet de Jérôme Rabier. Il venait de s'abstenir sur la loi anti-casseurs, comme 49 autres députés de La République En Marche. Et ce proche de Nicolas Hulot a fini par tirer le même constat que l'ancien ministre de la Transition écologique. Mathieu Orphelin a donc quitté le groupe à l'Assemblée nationale, critiquant le manque de volonté, notamment en matière environnementale. Un départ que regrettent ses anciens camarades au Sénat. Moi, je comprends sa décision et d'un certain côté, je respecte toujours les choix individuels, même si je pense qu'il aurait été plus utile qu'il reste à l'intérieur du groupe. Au-delà de la question écologique, d'autres élus attendent davantage de social, surtout ceux issus des rangs de la gauche, qui peuvent s'inquiéter d'un manque d'équilibre. C'est vrai qu'on a un président de la République et une majorité parlementaire qui s'est construite plutôt sur un axe centre-centre-gauche. Et le fait qu'on ait un gouvernement qui se positionne assez clairement, de par ses principaux ministres, au centre-droit, pose une question d'équilibre entre des valeurs de gauche et de droite. Contrairement au discours de l'exécutif qui estime dépasser le clivage gauche-droite, pour de nombreux élus, ce marqueur reste important et la période actuelle est l'occasion d'avancer ces pions. Nous partageons tous la volonté de faire changer, de transformer la société française, mais nous partageons aussi, pour celles et ceux qui viennent de la famille de gauche, telle que vous l'indiquez, mais aussi pour d'autres, cette volonté d'avoir une dimension sociale et qu'effectivement, il ne faudra pas rester insensible à ce qui sera dit à l'issue du grand débat national. Au Sénat, le groupe En Marche ne compte que 23 élus, ce qui est bien plus facile à gérer que les 306 élus du parti à l'Assemblée, où le gouvernement dispose toujours d'une large majorité pour voter ces textes. Ça vous fait réagir, ce départ de Mathieu Orphelin? Oui, parce que d'abord, je crois qu'une partie des gens s'imaginaient, au moins que sur le terrain des libertés publiques, Macron sera un libéral en économie, mais aussi un libéral dans le respect des libertés publiques. Et on voit bien à travers la loi qui a été votée que tel n'est pas le cas. Parce que le système lui-même génère de l'incompréhension, de la colère, et il faut la réprimer, parce que sinon, on ne peut pas avancer plus avant vers ce libéralisme destructeur. Et surtout la question écologique. Moi, je crois qu'on ne peut pas résoudre les grands enjeux écologiques d'aujourd'hui en continuant sur cette logique de la concurrence, du libéralisme, de la dérégulation, de l'affaiblissement des services publics, de la réduction des crédits pour l'État en donnant tout aux entreprises. Donc, enfin tout, en tout cas beaucoup aux entreprises. Donc voilà, je crois que Mathieu Orphelin révèle cela, comme Nicolas Hulot, le départ de Hulot l'avait fait. Et on va avoir un débat très important, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'en va maintenant, sur la fameuse programmation énergétique du pays, qui, tel que nous avons les éléments d'aujourd'hui, n'est pas du tout à la hauteur du rendez-vous. Marie-Noëlle Lienemann, je voudrais qu'on parle de la gauche, de l'état des gauches. Vous avez lancé cette semaine un nouveau parti avec Emmanuel Morel, la gauche républicaine et socialiste. Ce matin, Benoît Hamon, dans une interview, appelle les gauches à un vote, à une votation citoyenne en vue des élections européennes. Est-ce qu'il faut des primaires à gauche pour unir les gauches en vue des élections européennes ? Alors, d'abord, vous dire pourquoi on a fait un nouveau parti, qu'est-ce qu'il a comme projet. Nous, on fait le constat qu'hélas, les partis de gauche ne sont plus en connexion avec la base sociale qu'ils doivent représenter, les salariés, les couches moyennes, les gens les plus démunis, et on a un divorce qui n'a cessé de s'accroître. Nous pensons qu'il y a les principes d'une gauche républicaine sont confortés par ce qui se passe dans la société, l'exigence d'égalité, redistribution du pouvoir, des richesses, souveraineté populaire, intervention de l'État et des services publics, tout ça nous paraît de grande actualité au moment où la grande vague libérale retombe. Pour autant, nous restons des ardents défenseurs de l'unité des forces de gauche et populaires. Et je ne comprends pas ce que dit Benoît. Comment on va faire des primaires pour une liste alors qu'on n'est même pas en clarification politique sur qu'est-ce qui peut nous fédérer. Vous ne pensez pas que la désunion actuelle est suicidaire pour la gauche ? Oui, mais on ne peut pas faire de la combine d'appareils pour se substituer à la nécessité d'avoir une dynamique qui rassemble. Donc ce matin, vous répondez non à la votation proposée par Benoît Hamon. Il ne m'a pas sollicité et je ne comprends même pas comment ça peut se passer. Je ne sais même pas comment ça peut se passer. Mais surtout, ce que ça cache derrière, c'est une grande ambiguïté sur qui veut-on rassembler.
Parce que quand j'entends Benoît ou quand j'en entends d'autres, c'est on rassemble tout le monde sauf la France insoumise. Je m'excuse, c'est le premier parti de gauche, en tout cas au-delà de la gauche, populaire, et dans la gauche, c'est le premier parti. Alors pourquoi ne pas les rejoindre directement plutôt de créer Attendez, votre propre 30 parti. secondes, parce que nous faisons alliance avec la France insoumise. Nous ne sommes pas... C'est un mouvement avec des diverses composantes, avec diverses idées, et nous sommes à la fois, car la liste qui rassemble pour l'instant, c'est celle de la France insoumise, avec des socialistes, des écologistes, Manon Aubry qui est des ONG, notamment sur la lutte contre l'évasion fiscale, et nous ne faisons pas d'ostracisme à gauche, alors que le reste, c'est on fait la gauche non France insoumise. Ça ressemble quand même aux gauches irréconciliables en plus soft. Ce n'est pas ça qui va rassembler. Marie-Noëlle Lienemann, dans le reste de l'actualité, il y a le grand débat, bien sûr, Emmanuel Macron, qui accapare ce grand débat, avec ses prises de parole encore hier, 4 heures avec les jeunes, 4 heures de débat avec les jeunes. Je vous propose d'écouter, on en a parlé, Patrick Caner, qui était notre invité hier, qui est le chef de file des sénateurs socialistes. Moi, je suis quand même très inquiet. Quand je vois Emmanuel Macron ou le Premier ministre ou d'autres ministres faire la saturation des chaînes d'infos en permanence, je m'inquiète et nous allons saisir le CSA pour savoir si tout cela est conforme aux règles habituelles dans notre pays de répartition du temps de parole sur les chaînes. Les socialistes ont raison de saisir le CSA sur le temps de parole du président. Ils ont raison de saisir le CSA et en même temps, je ne comprends pas qu'ils se prêtent à ce jeu. Bon, bien sûr, les Français ont envie de parler. Toutes les petites réunions qui ont lieu localement, très bien. Mais enfin, les Français doivent aussi prendre la mesure du fait que la question centrale, c'est ce qu'ils disent, va-t-il être entendu et va-t-il amener à des décisions conformes à leur espérance. 64% des Français soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes, d'après les sondages parus aujourd'hui. Et ils le soutiennent pour des raisons, il n'y a pas besoin de faire 50 000 débats pour savoir qu'ils veulent du pouvoir d'achat, de la justice fiscale et davantage de démocratie. Alors après, on peut voir comment. Et que là, on est en train de nous amuser en faisant des grands shows où il n'y a jamais la contradiction. Parce que débattre, c'est pas écouter, le roi vient voir son bon peuple et lui dit « Que voulez-vous, mon peuple ?»« Ah, mais moi, je vais faire ceci ou ça, je vais faire. » Mais on est quand même dans un pays où il y a des décisions collective. Quelle serait pour vous la bonne issue à tout cela ? Écoutez, moi je pense qu'à l'étape où nous sommes, probablement il faut de nouvelles... Alors d'abord, il faut de nouvelles élections législatives. C'est ce que disent Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Parce que le président... Donc une dissolution de l'Assemblée. Non mais attendez, il faut qu'il soit cohérent. Il nous dit c'est un nouveau pacte républicain. Ben, sans le peuple, et puis c'est pas 3 questions bidons à un référendum. Donc pas de référendum. Justement, c'est-à-dire que le problème d'un référendum, à l'étape où nous sommes, si c'est un nouveau pacte républicain, c'est quelque chose de global. Donc il faut pas essayer de faire de la combine politique dans ces périodes où il faut trouver une issue et où les Français doivent choisir vraiment le cap qui est le leur. Je reste convaincue que la question démocratique amènera à un changement profond des institutions et pas le coup bidon du président de la République. Moi, j'ai de plus en plus de pouvoir, j'affaiblis le Parlement, moins d'élus, et je donne en pâture quelques éléments référendaires. La question du référendum d'initiative citoyenne et de l'extension du champ référendaire. Moi, je demande que tout traité européen et de libre-échange fasse l'objet d'un vote dans ce cas-là, il faut changer la Constitution française. Exactement. Parce que l'article 11 aujourd'hui restreint le champ du référendum. Et c'est donc pourquoi je pense que ce débat mérite que les citoyens soient associés par le biais d'une constituante ou par le biais d'un vrai débat et d'un vote au moment des élections législatives qui éclaire sur le type de démocratie que nous voulons désormais. Il faut donc compter le temps de parole du chef de l'État. Écoutez, là quand même, 5 heures tous les 2 jours, là, enfin, non mais ce serait Poutine, on rigolerait. Hein. Bon, alors évidemment, on est plus poli, il est quand même moins bête, mais enfin c'est quand même, il n'y a pas l'ombre d'une contradiction. Il dit des choses fausses. Personne ne peut dire non, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est moi, j'ai les paroles. Il écoute beaucoup aussi. Non, mais d'accord, pour vous dire, je vais y réfléchir. Non, mais attendez, on n'est pas dans une démocratie monarchique. Je vais y réfléchir. Comment on associe la population pour qu'elle arbitre, qu'elle prenne sa part sur les formes qu'on doit trouver aux solutions? Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes ancienne ministre, je le rappelais tout à l'heure. Le ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, anime des débats. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa, n'hésite pas à se rendre dans des talk-shows liés au grand débat. Est-ce que c'est une évolution inévitable? Est-ce que quand vous étiez ministre, vous vous seriez prêté à ça? Ou est-ce que c'est un abaissement de la fonction?
Non, mais qu'on aille discuter avec les gens. Là, je parle de télévision, d'animation, de débat. Bon, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le rôle des ministres. Je pense que le talk-show chez Cyril Hanouna aurait pu très bien s'opérer sans Marianne Chapa, avec une personnalité n'importe, ou même un citoyen. Vous l'auriez pas fait, le truc. Moi, je n'aurais pas fait parce que d'abord, en revanche, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mettre les ministres en premier rang pour essayer de calmer les ardeurs du peuple. Eh ben, ça marche pas, parce que quand vous regardez les revendications qui sont sorties, c'est l'envers de ce que la politique gouvernementale. Est-ce que c'est pas aussi une façon de toucher un public qui d'habitude ne s'intéresse pas du tout à la politique? Je n'ai pas critiqué l'émission de Cyril Hanouna. Non, mais... Ça ne m'a pas choqué. D'ailleurs, il y avait des jeunes. Et comme je vous ai dit, bonne surprise. Comme par hasard, il ressort d'ailleurs les mêmes revendications. Mais Sébastien Cornu qui anime les débats, lui, qui co-anime. Là, je suis en total désaccord avec ça parce que ça biaise ce qu'on appelle un débat public. Et le conflit qu'il y a eu avec la commission du débat public sur la capacité à garantir une certaine neutralité, un certain pluralisme, une indépendance. Puis la question qui est devant nous, c'est comment vont-ils faire les synthèses? Alors ils vont nous dire, on va faire les algorithmes. Nous avons auditionné au Sénat le président de la comité d'éthique qui nous a expliqué qu'avec leurs algorithmes, plein de sujets qui avaient été traités lors des auditions, notamment la participation des patients, n'avaient pas été ressortis des algorithmes. D'une autre discussion. Voilà. Peu de fiabilité aux conclusions. Merci Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste et ancienne ministre, d'avoir été notre invitée. Vous restez avec nous, on passe à la revue de presse dans un instant. Merci. Mais avant la revue de presse, l'agenda. Alors, on va faire l'inverse. Voilà, tout d'abord l'agenda, avec les temps forts aujourd'hui. Un des temps forts aujourd'hui au Sénat, c'est la mission sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs, qui se déplace dans le Maine-et-Loire, reçu par le maire d'Angers, Christophe Béchu. La semaine prochaine, les temps forts, bien sûr, il faudra suivre mardi, à partir de 14h30, le vote solennel de la loi Pacte, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Explication de vote, puis vote solennel. Et enfin, l'autre grand temps fort la semaine prochaine, toujours mardi, la nouvelle lecture du projet de loi de réforme de la justice et de renforcement de l'organisation des juridictions. C'est à 16h en séance. Voilà, on enchaîne les journaux donc, maintenant. Voilà, exactement. Maintenant, on enchaîne avec la revue de presse, avec un Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'exprime dans le Figaro ce matin, Saveria. On ne peut pas changer de régime entre Bourgtheroulde et Valence, référence au déplacement du chef de l'État dans le cadre du grand débat national, le président du Sénat, qui va rencontrer Emmanuel Macron lundi à l'Élysée. Avant cette rencontre, il livre ses analyses sur le grand débat national et sur les solutions de sortie de crise. Alors Emmanuel Macron, il en est question, il était face à 1000 jeunes hier, et c'est dans le journal de Saône-et-Loire, le JSL, puisqu'il était à Autun et à Étang-sur-Arroux, bien sûr. En Bourgogne, Emmanuel Macron se dit prêt à avancer sur le référendum d'initiative citoyenne, mais avec des règles. Après une rencontre avec des élus, le chef de l'État a échangé pendant 4 heures avec des jeunes, une catégorie jusque-là plutôt absente des débats, organisée dans toute la France. À la clé, beaucoup d'interventions fortes, émouvantes, notamment sur la dyslexie, ou encore Estelle que l'on voit en une du journal. Elle a été longuement applaudie en évoquant le handicap et en affirmant qu'être autiste n'était pas une fatalité. Alors, l'édition de Paris-Normandie a une exclusivité ce matin. C'est une interview vérité du Premier ministre, en page spéciale. Le Premier ministre qui est l'ex-maire du Havre. Absolument, et notamment ses déclarations sur l'affaire Benalla, qui fait encore la une aujourd'hui de vos journaux. Le Premier ministre confirme avoir bien transmis des informations au parquet, mais attention, il nie en revanche avoir transmis des instructions, nuance importante. Quant à la crise des Gilets jaunes, il explique qu'il savait que cette colère sourde et froide existait. Entretien exclusif à l'occasion du lancement du processus de fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris. L'occasion aussi d'évoquer la crise, le grand débat, ou encore les 80 km/h. Sur les 80 km/h, Édouard Philippe dit « J'assume toujours ». Vous avez vu cette grande photo en une, elle fait très Netflix, la photo d'Édouard Philippe à la une, donc de Paris-Normandie. La une de l'Union, c'est la grippe. La grippe qui a fait plus de 1100 morts. La ministre de la Santé a reconnu hier que le vaccin était moins efficace cette année. Il n'aurait des effets que faibles à modérés, notamment sur les patients à risque. La grippe qui normalement fait en moyenne 10 000 morts par an. Les hôpitaux sont débordés. Pour autant, le pic de la maladie n'est pas encore atteint et le nombre de cas pourrait
progresser. J'ai lu qu'en Nouvelle-Aquitaine, elle était particulièrement répandue, la grippe. La dépêche du midi, c'est la 380 autopsies d'un échec, mais c'est surtout les incivilités à Toulouse, plus de 100 PV par mois. Oui, la ville qui a mis en place une brigade des incivilités qui traque tous les mauvais comportements, ils sont nombreux, mégots jetés, déjections canines encombrants. Problème, les agents sont incognito. La Ligue des droits de l'homme a donc déposé un recours il y a quelques mois devant la justice contre cette nouvelle brigade anti-incivilité dont les agents sont en civil. La mairie, elle, assume et elle estime que la propreté est aussi un droit fondamental. Voilà, et cette autoroute A380 qui pose problème dans la région, autopsie d'un échec à la une de la dépêche du midi, dirigée par José Biosca. Merci Saveria, on vous retrouve lundi. Tout de suite ensemble, on va regarder la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, dans les territoires français d'outre-mer. Et ensuite, on regarde le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos ce matin, et on se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée, au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. C'est un nouveau marathon de discussion pour Emmanuel Macron, avec cette fois-ci en face de lui 1000 jeunes de 15 à 25 ans. J'entends dire que la jeunesse ne participerait pas suffisamment à ces débats. Mais ce qu'on va préparer à travers ce débat, ce sera vous. La France de dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la vôtre. Faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « Oh, on n'est pas des autistes ». Alors s'il vous plaît, on arrête maintenant. J'aimerais savoir ce que vous pensez du RIC. Avec une réponse en 2 temps d'un président prudent. L'idée que, sur certains sujets, à certains moments, les citoyens puissent s'exprimer plus librement, plus directement, je pense que c'est un besoin de notre société aujourd'hui. Mais il pondère aussitôt. Pourquoi ? Parce que quand les sujets sont difficiles, c'est très dur de les régler par référendum et parfois ça nous déchire. Sur ce cliché, le populiste Luigi Di Maio pose fièrement avec des gilets jaunes. Comble de la provocation, la rencontre a eu lieu en France. L'Europe que votre génération va avoir à vivre, c'est à vous de l'inventer. C'est à vous de la porter. Il faut la changer, il y a des tas de choses qui ne sont pas satisfaisantes. Moi je mène plusieurs combats dans ce sens. Mais dire du jour au lendemain, ça ira beaucoup mieux si on quitte l'Europe, il y a une démonstration qui est faite, ça n'est pas vrai. Symboliquement, Christian Masset, son ambassadeur à Rome, est rappelé en France pour un temps indéterminé. Beaucoup de partis disent « notre allié, c'est l'Allemagne ». Et donc nous devons faire campagne contre la France. C'est une approche très simpliste. Il y a eu de la part d'un membre du gouvernement italien un comportement que nous avons considéré comme inhabituel, inamical, et qui vient après une série de déclarations officielles italiennes dont nous avons du mal à comprendre en quoi elles aident à la relation franco-italienne. J'ai du boulot, j'ai pas de temps à perdre avec Macron. Chacun ses oignons. Les Français ont voté. Je pense qu'ils regrettent maintenant et qu'ils vont le remplacer le plus vite possible. J'ai la petite impression qu'il y a pas mal de problèmes en ce moment en France. Que Macron réponde aux routiers, aux ouvriers, aux agriculteurs, aux étudiants. Chacun ses petits soucis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron divise l'Europe, fractionne l'Europe et son comportement très agressif à l'endroit d'un certain nombre de responsables étrangers, je trouve, affaiblit la position de notre pays, quel que soit ce qu'on peut penser des outrances du gouvernement italien.
Voilà, demain samedi, le JT des territoires à 7h30. Dimanche, je vous retrouverai également pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine à 7h30. Donc les matinales sur Public Sénat continuent ce week-end. Et puis lundi, c'est Thierry Mariani, l'invité politique de Territoire d'Info. Thierry Mariani, c'est cet ex-député républicain qui sera candidat sur la liste Rassemblement National aux élections européennes. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain matin et également dimanche et lundi. Au revoir.